Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui, focus sur un film sorti il y a quelques mois et sur une de ses caractéristiques les plus controversées, Dunkerque et son traitement des personnages. Comme au cinéma, mise au point sur moi. Christopher Nolan est un réalisateur reconnu et acclamé par les cinéphiles pour ses blockbusters réputés sombres et intelligents tels que The Dark Knight, Inception ou encore Interstellar, qui ont lancé une nouvelle mode à Hollywood. En 2017, il revient avec un film sur les fuites des troupes anglaises à Dunkerque, épisode célèbre de la Seconde Guerre mondiale. Si Dunkerque a globalement mis tout le monde d'accord sur sa qualité, un certain choix de réalisation de la part de Christopher Nolan empêche une certaine partie du public de vraiment apprécier le visionnage du film, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Dans les années 50, au sortir de la guerre, les auteurs de romans ont remis en question la place du personnage. La société s'était regroupée pour affronter la guerre, et l'individualisme n'y avait plus de place. Le personnage était donc démodé. Les créateurs de personnages au sens traditionnel ne réussissent plus à nous proposer que des fantoches auxquels eux-mêmes ont cessé de croire. Le roman de personnage appartient bel et bien au passé. Il caractérise une époque, celle qui marqua l'apogée de l'individu. Dans un roman ou au cinéma, que veut donc dire ce personnage au sens traditionnel du terme ? Un personnage doit avoir un nom propre. Il doit avoir des parents, une hérédité. Il doit avoir une profession. S'il a des biens, ça n'en vaudra que mieux. Enfin, il doit posséder un caractère. Un visage qui le reflète, un passé qui l'a modelé. Son caractère dicte ses actions, le fait réagir de manière déterminée à chaque événement. Son caractère permet au lecteur de le juger, de l'aimer ou de le haïr. Les personnages qui l'entourent, privés d'existence propre, ne sont plus que des visions, rêves, cauchemars, illusions, reflets, modalités ou dépendances de ce jeu tout-puissant. En 1957, dans l'essai Pour un nouveau roman, le romancier Alain Robbe-Grillet théorise la fin du personnage et dans l'ère du soupçon, Nathalie Sarraute prône la mue du roman, plus expérimentale et moins portée sur un individu qui n'est plus le reflet des mœurs. De nouveaux romans expérimenteront donc cette méthode à la recherche d'un style, omettant le personnage ou le mettant de côté. Le lecteur ne suivant plus l'histoire à travers le personnage, il y a une recherche d'objectivité, de factuel, de plus de réalisme. C'est la démarche de Christopher Nolan avec Dunkerque. Il ne s'attarde pas sur les causes, ni sur le passé de ses personnages, pas plus sur leur motivation ni pourquoi ils veulent atteindre leur but. La seule chose qui nous intéresse, c'est leur but. Ils ne sont caractérisés que par leur objectif le plus direct. Sauver sa peau, s'échapper, défendre sa nation, neutraliser l'ennemi ou encore sauver ses troupes. Pourtant, un des premiers motifs d'intérêt à une histoire ou un récit est de s'attacher au personnage. Que ce soit dans un roman ou au cinéma, le lecteur ou le spectateur a pour habitude de suivre l'histoire à travers un personnage caractérisé et attachant pour lequel il pourra s'inquiéter, rire ou pleurer. C'est le processus d'identification nécessaire à, dirait-on, tout bon scénario. Nolan décide donc de transgresser ses règles et applique au cinéma les thèses de Robbe-Grillet et Sarraute. Il émerge le spectateur in medias res, avec un panneau de mise en contexte général à l'introduction, puis une scène d'action dans laquelle on rencontre l'un des protagonistes qui ne sera, à l'instar de la plupart de ses semblables, jamais nommé. Si c'est censé et voulu, cette démarche peut porter préjudice à l'œuvre, ou tout du moins à l'appréciation de celle-ci par le spectateur. Alors déjà dans Dunkerque, il n'y a pas un personnage principal, il y en a plusieurs. Et en plus, ils n'ont pas tous des prénoms, on ne peut pas s'attacher à eux. Quand il y en a un qui meurt, ça nous laisse indifférents, on s'en fout complètement. Ce point-là m'a complètement fait décrocher du film et m'a empêché de m'intéresser à l'histoire. Parce que moi, je peux pas m'intéresser à un film si justement les personnages ils sont pas du tout travaillés. Le manque de dialogue a encore plus aggravé les choses. Les personnages ils sont pas caractérisés, ils ont pas de passé et ils ont encore moins de motivation personnelle. J'ai donc passé le film à le regarder sans vraiment pouvoir m'y intéresser émotionnellement ni entrer dedans à cause de ce traitement des personnages que je trouve vraiment assez particulier. Par ce processus, Nolan veut que le spectateur s'attarde non pas sur le destin d'un, mais sur la réussite d'un objectif général, la guerre. Il aborde le sujet sans le prisme biaisé du personnage qui aura forcément un rapport subjectif à l'événement, mais de manière factuelle, recherchant le réalisme à tout prix. Peu étonnant de la part d'un des plus grands maniaques du réalisme d'Hollywood, qui a donné à Batman une dimension très terre à terre. Le soldat est souvent anonyme, il y a peu de héros de guerre réellement connus et l'exploit est souvent collectif, comme le débarquement. En France, par exemple, le combattant le plus célèbre est le bien nommé soldat inconnu, cadavre pris parmi tant d'autres et érigé en tant que symbole. Tom Hardy est également un bon exemple. Nolan est quand même allé prendre un des acteurs les plus bankable d'Hollywood pour 2 minutes de temps de parole et une présence à l'écran systématiquement masquée, ne dévoilant que ses yeux. L'acteur n'est pas important, pas plus que l'individu, ni son passé ni son visage, seul ce qu'il représente, et son but compte. Ainsi, une fois le but atteint, Tom Hardy se démasque, mais là encore, les deux seuls plans où l'on peut le voir sans masque sont filmés en contre-jour. C'était quelque chose d'avoir un visage dans un univers où la personnalité représentait à la fois le moyen et la fin de toute recherche.
Un soldat est dérisoire, une armée est une vraie entité, c'est ce que montre le film. C'est l'antithèse de Hacksaw Ridge de Mel Gibson, où l'on suit un personnage et sa vie pendant 1 heure avant d'assister à ses exploits personnels sur le champ de bataille. Ici, Nolan traite la nation britannique comme son unique protagoniste face à la menace. Cette généralisation se fait principalement à travers le personnage du citoyen anglais qui prend son bateau pour se rendre au front, s'engageant seul pour sa nation. Il permet de faire le lien entre civils et soldats en les réunissant en une seule et même entité, ici la Grande-Bretagne. Cela permet une généralisation du propos et de la cause qui élève l'histoire avec un grand H au-dessus du destin individuel. Cependant, ce processus de dépersonnalisation des personnages peut, consciemment ou non, porter préjudice à l'appréciation qu'en aura une certaine tranche du public. Comme a pu le dire Séverin, et beaucoup de spectateurs ont eu ce ressenti sur le film, ne pas s'attacher au personnage peut déranger. D'un premier abord, ça choque. On est brusqué dans un schéma qu'on n'a pas l'habitude de voir, on est bousculé. Suite à ça, on ne sait plus trop à quoi s'accrocher pour s'intéresser au récit, et il est tout à fait possible de rester hermétique à l'expérience. Car effectivement, on peut dire que Nolan a expérimenté, il a tenté quelque chose de peu commun. Ainsi, Dunkerque pourrait être qualifié d'exercice de style. Mais cela soulève une nouvelle problématique. On soulignait tout à l'heure le manque de caractérisation des personnages, et pour moi, ça soulève du coup un autre problème qui est l'aspect très surfait de la réalisation. Autant sur le papier, on peut trouver celle-ci tout à fait pertinente, autant dans les faits, j'ai plus l'impression d'assister à un cours sur le cinéma qu'à un film en tant que tel. Parce que forcément, si je n'arrive pas à m'impliquer avec les personnages, je vais avoir tendance à intellectualiser tout ce que je suis en train de voir à l'écran et à ne pas me laisser porter par l'empathie de la scène. De ce fait, effectivement, je trouve que la réalisation de Dunkerque est un bel exercice de style. Maintenant, je la trouve également très surfaite, puisqu'elle échoue totalement à m'impliquer en tant que spectateur et à me véhiculer empathie et émotion pour l'histoire qu'elle est en train de raconter. Encore une fois, Nolan procède à une application du style du nouveau roman sur son film. Le sujet du film n'est plus le personnage, mais le style et la manière de raconter l'histoire. On est en plein dans l'expérimentation et dans l'exercice de style. Cela peut effectivement être rebutant, car c'est toujours désagréable d'imaginer un cinéaste se masturber derrière sa caméra en se disant qu'il fait un truc vachement intéressant et novateur. Nolan se donne beaucoup de mal pour compenser le manque émotionnel créé par la dépersonnalisation du récit, mais son style froid ne l'aide pas. Cependant, le style pour le coup correspond parfaitement au propos et Christopher Nolan, en bon perfectionniste, fait tout pour équilibrer la balance. En effet, le parti pris des personnages anonymes est équilibré par une tension palpable et constante. Avec un incipit in medias res meurtrier, Nolan donne tout de suite le ton et la direction en annonçant que seule la guerre et sa brutalité comptent, pas le destin de quelques soldats fusillés directement. Il fait un réel travail sur l'ambiance sonore avec son compositeur fétiche Hans Zimmer, qui compose une bande originale omniprésente dans laquelle on entend quasiment incessamment le tic-tac d'une horloge. Le temps est compté et la tension monte dès le début et ne redescendra pas du film. De plus, les personnages parlent très peu, ce qui renforce à la fois leur dépersonnalisation et la force de la musique. A partir de ça, Nolan fait monter la sauce avec une menace grandissante à chaque scène pour les protagonistes qui veulent atteindre leur but primaire, le même pour la plupart. C'est vraiment un film où les Anglais essayent de survivre. Je veux pas faire le gros relou à dire les Français et les Alliés se sont battus aussi, mais quand même. Oui, on voit le barrage français au début du film très rapidement. Le seul personnage français qu'on suit pendant le film, il essaie de s'enfuir. Dernier petit problème, à la fin du film, l'amiral joué par Kenneth Branagh, il dit comme ça lui pète, je vais rester pour les Français. En gros, l'amiral anglais est héroïsé en sauveur des Français. On peut déplorer la sous-représentation des Alliés, des dizaines de milliers de Français. Parce que ça se fait pas, les gars. Si effectivement le personnage de Mark Rylance représente le patriote prêt à verser son sang pour sa nation, le film ne tombe pas vraiment dans le manichéisme puisque le personnage de Cillian Murphy cède à son instinct primaire de survie. Ce doit être le personnage le plus recherché car il avance à contre-courant. Il est contraint de retourner au front alors qu'il ne souhaite que s'échapper. Cela permet à la fois d'illustrer l'horreur qu'est la guerre et les traumatismes qu'elle engendre. Et par le même coup d'empêcher le film de devenir une ode à la patrie et à la puissance des armées qui gênerait beaucoup de spectateurs. Le personnage de Cillian Murphy est particulièrement intéressant en ce sens que c'est le seul qui a un passé un minimum installé, il a déjà été au front. Dans ce film choral qu'est Dunkerque, il est la voix qui détonne et le personnage qui fait le plus réagir le spectateur. On le prend d'abord en pitié avant de le conspuer pour un acte horrible, bien qu'involontaire. Finir le métrage sur les paroles de Churchill, alors représentant de la nation britannique, fait sens. Il est ici la voix commune à tous les personnages du film, et ses propos sont d'ailleurs illustrés par des images de ceux-ci. Ces personnages représentaient leur patrie, leur cause et la personne pouvant le mieux les incarner. Celui qui synthétise au mieux chacun des personnages est Winston Churchill, Premier ministre britannique, et grande figure de la Seconde Guerre mondiale. La boucle est bouclée. Ainsi, Christopher Nolan pousse, avec Dunkerque, le style froid de sa réalisation à son paroxysme. En appliquant les thèses théorisant le nouveau roman au milieu du XXe siècle à son film de guerre, il tente de livrer un propos fort sur l'unité. L'individu s'efface au profit du collectif, ce qui bouscule les codes du cinéma. Par conséquent, pour certains spectateurs, l'émotion s'efface au profit du style. Mais qu'attend-on d'un film? Qu'il nous touche ou qu'il innove?
Les deux peut-être. C'est une autre question à laquelle chacun a sa réponse, et c'est pourquoi Dunkerque divise tant. On peut déplorer le manque d'empathie, mais cela reste un film important dans sa forme, pour proposer quelque chose de rare et mener sa démarche jusqu'au bout. Chacun verra si l'intention lui parle. Maintenant que vous êtes au point sur la démarche cinématographique de Dunkerque, il vous reste à vous faire votre propre avis, et moi à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, en vous invitant à lâcher un pouce bleu, à commenter, à vous abonner et à partager si ça vous a plu. A très bientôt pour un nouvel épisode de Focus.